Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi, Daniel. Nous sommes je suis très heureuse, mais je peux dire nous sommes très heureux de te recevoir ce soir, de commencer cette rentrée, notre premier vendredi rencontre de l'année avec toi, Daniel, parce que tu as écrit un livre qui est sorti hier aux éditions du Cerf, L'extermination des animaux ou le suicide de l'homme. Un livre très important et je suis vraiment contente qu'on puisse en parler ce soir en détail. Alors pour te présenter en quelques mots, tu es philosophe, enseignante et chercheuse. Tu partages ton travail entre la transmission de la philosophie au lycée, aux élèves de lycée, et des recherches qui portent sur les questions d'éthique médicale et particulièrement sur les questions qui concernent les personnes en situation de handicap. Tu es d'ailleurs attaché à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. On te connaît également à travers les chroniques que tu fais avec la web TV Philosophie TV. Tu as pendant de nombreuses années écrit des chroniques en partenariat avec La Croix et Philosophie TV qui s'appelait Éthique et Finitude. Et là, tu as plus récemment démarré une nouvelle série de chroniques qui s'intitule Vulnérable, que je vous invite à regarder et sur Philosophie TV et sur le blog Mediapart. Alors je disais, L'extermination des animaux ou le suicide de l'homme, c'est un livre très important, Daniel. Très important parce que c'est un livre qui réussit la prouesse à la fois de nous alerter sur la situation catastrophique des animaux aujourd'hui dans nos sociétés et qui réussit en même temps à nous reconnecter, à nous remettre en lien avec l'émerveillement, l'enchantement, le miracle qu'est l'animal. Alors, première question, comment en es-tu venu à écrire sur ce sujet de la condition animale et peux-tu nous parler de la genèse de ce livre ? Bien, merci d'abord pour cette présentation et puis bonjour à tous. Je suis très heureuse de commencer l'histoire publique de ce livre ici même, qui est ma maison de rattachement maintenant depuis quand même un certain nombre d'années. Et je suis très contente de commencer ici à parler de ce livre. Alors effectivement, on peut se demander pourquoi ce livre, puisque j'ai principalement travaillé sur les questions d'éthique médicale et sur les personnes en situation de handicap. Donc on peut se demander évidemment quelle est la logique de tout cela. Un jour Heidegger, le lendemain l'eugénisme, le surlendemain Barbara et le surlendemain les animaux. Et pourtant, il y a vraiment une logique profonde, vraiment. Je suis quelqu'un d'assez, qui suit souvent un fil. Qui aime bien creuser une veine comme ça. Et alors, la raison première est toute évidente pour laquelle j'ai écrit ce livre, la raison pour laquelle j'ai fait ce travail, à la fois tient à mon amour pour les animaux, au fait qu'ils partagent ma vie, au fait qu'il y a depuis longtemps dans ma vie chiens, chats, chevaux, etc. Enfin, quand même principalement ces trois espèces. Et que l'animal me touche, que je suis en lien avec les animaux, que je les connais un peu. Je dis un peu parce que, bien sûr, ça exige des observations bien plus profondes que le simple fait d'avoir des animaux domestiques dans sa vie, la connaissance de l'animal. Mais il est vrai que la situation des animaux, sur laquelle diverses associations alertent depuis des décennies, j'aurais presque envie de dire, depuis la fin du XIXe siècle, on a des alertes profondes sur le fait que l'exploitation de la nature et l'exploitation de l'homme, c'est la même chose. Il y a des textes de Karl Marx sur ce sujet-là, donc ce n'est pas du tout une nouveauté. Et malgré tout cela, comme s'il y avait une avancée inexorable, c'est ça qui est très inquiétant évidemment, nous marchons à toujours plus de dévastation, à toujours plus
de destruction, à un appauvrissement qui paraît inéluctable des espèces, et à une violence à l'égard des animaux qui est non pas spectaculaire bien souvent, puisque justement pour certaines formes de violence c'est tout à fait caché, j'en parlerai, mais justement je crois que c'est bien que les choses viennent de plus en plus au grand jour aujourd'hui. Donc c'est parce que au fond un chagrin profond m'étreint à l'idée que nous pourrions un jour ou l'autre vivre sans animaux, ce qui, à mon sens, n'est pas possible. C'est une des choses que j'explique dans mon livre, hein, la raison pour laquelle le sort de l'homme et le sort de l'animal sont intimement liés. Hein. Pas simplement d'un point de vue biologique. Évidemment, d'un point de vue biologique, on sait maintenant de plus en plus que c'est une évidence. Que tout se tient dans les écosystèmes, comme on les appelle, et que la destruction d'une espèce déséquilibre l'ensemble. Hein, et que par conséquent, l'attaque en règle contre le vivant met en danger même les vivants non menacés. Hein, donc, ne serait-ce que biologiquement, nous sommes atteints dans nos possibilités de survie. Donc ça, c'est la première évidence, et je crois que l'épisode que nous venons de traverser et que nous sommes encore en train de traverser avec la question, avec la Covid, dont nous ignorons un petit peu l'origine encore, nous l'ignorons même, il y a peut-être des gens qui la connaissent, mais le grand public pas encore, malgré tout, tous les scientifiques alertent sur le fait que c'est un prélude, qu'au fond, j'ai écrit dans La Croix en 2009 une chronique qui portait pour titre Soigner les maladies sans changer le monde, point d'interrogation, où j'alertais sur le fait qu'on ne pouvait pas se contenter de soigner les symptômes, mais qu'il fallait voir la racine du phénomène et du problème. Et je citais à l'époque déjà des experts qui alertait sur le fait que des épidémies se préparaient. Et tous les scientifiques vous disent que ça va continuer dans une certaine mesure. Donc, sur le plan biologique, c'est une évidence maintenant. Mais je n'ai pas écrit ce livre principalement pour cela. Ça, je crois que c'est la face émergée de l'iceberg. Mais au fond, je crois que la disparition des animaux est une attaque de l'homme lui-même, non pas simplement dans ses possibilités de survie, mais dans son imaginaire, dans son rapport poétique au monde. Et il me semble que sans les animaux, l'homme n'est plus pleinement l'homme. Voilà, c'est la thèse principale de ce livre. L'homme n'est plus pleinement l'homme sans les animaux. Oui, ça c'est vraiment, c'est effectivement la thèse du livre. C'est ce qu'apporte et c'est ce que montre brillamment ce livre. C'est pour ça que je disais en introduction, tu tiens vraiment et la dévastation et l'enchantement. Et tu en parles beaucoup et on va revenir dessus. Pour expliquer cette situation à laquelle on arrive, tu parles de la raison forcenée, la rationalité. Tu expliques dans ce livre comment finalement la raison nous a fait perdre tout bon sens. Ça c'est moi qui dis ça, hein, mais c'est comme ça que je l'entends, et que finalement la raison nous a fait perdre toute mesure. La rationalité se présentant toujours comme justement quelque chose de raisonnable et de très mesuré, c'est tout à fait l'inverse qui se passe en réalité. En effet, avec Bruno, nous avions consacré, en partenariat avec La Croix, une chronique au livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour les animaux, il y a ça quelques années. Et j'avais tout de suite voulu consacrer une chronique à ce livre qui me paraissait d'une efficacité incroyable pour nous dissuader de certains comportements. Je vous avoue qu'à la suite, je n'ai plus jamais mangé de viande à la suite de la lecture de ce livre, jamais plus.
Donc il était d'une efficacité, il est d'une efficacité formidable, ce livre. Et en même temps, j'avais envie d'essayer de faire la généalogie du problème. Et effectivement, comme tu dis, c'est un affolement de la raison, hein, en quelque sorte, une perversion de la raison, hein, notamment. Hein, on peut évidemment, il y a certainement plusieurs racines du mal, hein, mais c'est un affolement de la raison qui a réduit la raison à la raison calculante, ce qui ne va pas de soi du tout, hein, puisque le mot raison en français, c'est la traduction de ratio, qui veut dire calcul. Or, le mot ratio traduit lui-même le mot logos en grec, hein, qui veut dire à la fois raison et langage. Et chez les Grecs, la raison n'est pas principalement calculante. Au cours de notre histoire, hein, il se trouve que la raison a été instrumentalisée en quelque sorte pour arraisonner, pour prendre le mot par lequel André Préau traduit le terme heideggerien de Gestell, hein, qui veut dire interpeller les choses. Hein. En réalité, c'est évident que le phénomène du traitement, de la maltraitance des animaux, doit être référé au phénomène de la technique. Et cette technique en est venue à une sommation généralisée du réel. Hein, sommation qui devient consommation. Hein, alors je me rappelle encore François Fédier dire si on entend vraiment le mot consommation, il nous paraît moins sympathique qu'il n'a l'air. Hein, c'est-à-dire que consommation, ça paraît être je vais avoir tous les biens de consommation justement à ma disposition. Mais on oublie que dans le mot consommation, il y a d'abord le mot sommation. Hein, et le mot sommation veut dire que tout doit être à disposition sur commande, quel qu'en soit le prix. Et en l'occurrence, le prix à payer pour les animaux, il est considérable, puisque la façon dont ça se traduit dans notre monde moderne, hein, la consommation, le dispositif de la consommation appliqué aux animaux, c'est l'abattage industriel. Et l'abattage industriel est proprement une horreur. Bien des personnes le disent depuis longtemps, mais malgré tout, le phénomène est relativement caché. Comme dit Émeric Caron, qui est un homme qui a réfléchi justement à tout cela, hein, il dit finalement, nous n'organisons jamais de visites scolaires dans les abattoirs. Et, vous voyez, ça c'est le genre de phrase absolument décisif par lequel on voit le problème d'un seul coup. Si c'était si bien l'abattage industriel que l'on nous a vendu et vanté et vendu au nom de la faim dans le monde, on pourrait organiser, ce serait vachement bien, et j'emmènerais mes élèves dans les abattoirs. Évidemment, personne ne le fait, parce que si l'on y voit ce qui s'y passe, et de plus en plus de personnes, très courageuses d'ailleurs, hein, parce que c'est souvent au prix de menaces véritables hein, que ces personnes ont pris la parole, hein, elles ont filmé aujourd'hui l'avantage, hein, c'est intéressant parce que c'est le phénomène technique qui aussi va peut-être pouvoir mettre à jour ça, au jour cela. Donc en général des gens qui ont travaillé dans les abattoirs de façon provisoire se sont mis à filmer et puis ont balancé sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Je regardais encore hier un petit film de L214, cette association qui dénonce de plus en plus de choses, et je voyais un petit film qui a été enregistré il y a 1 an et demi à peu près par Yann Arthus Bertrand, qui montre ce que représente l'abattage des porcs, hein, question à laquelle je suis particulièrement sensible parce que l'abattage industriel des porcs en Bretagne, où je vais régulièrement, est très très actif. Alors non seulement il bousille intégralement les nappes phréatiques, donc il crée une pollution absolument sévère, mais en plus, c'est à peine regardable. Hein. Sincèrement,
allez voir, et comme moi, sans doute, vous ne tiendrez pas jusqu'au bout. Or, ça fait, je crois, 6 minutes, hein, c'est rien du tout. Hein, mais ce qu'on y voit, c'est intolérable. Quelle anesthésie de toute compassion a pu produire un phénomène pareil? Alors, la seule bonne nouvelle, c'est que si on se croit obligé de ne pas le montrer, c'est que, effectivement, on sait que ce serait intolérable si on le voyait. Ça, c'est pas supportable. C'est vraiment un déshonneur pour l'homme, c'est d'une violence absolument inouïe. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'au-delà de la violence de ces phénomènes, d'un point de vue moral, c'est une attaque de notre humanité absolument profonde. Donc, ce n'est pas simplement sur le plan de la survie de notre espèce, ce qui serait au fond reconduire le problème, puisque la source, sans doute, de tout cela, c'est un anthropocentrisme sévère qui met l'ensemble des phénomènes à notre disposition sans même voir que dans ce mouvement, l'homme lui-même est pris dans la réquisition. Pour rebondir sur ce que tu dis, à la suite de Patterson et de Kundera, que la violence contre les animaux a souvent constitué une puissante source d'inspiration pour celles qui visent ensuite les hommes. Donc en plus, tu fais un pas de plus, c'est non seulement intolérable, et il y a une véritable atteinte à la moralité, bien sûr, mais à l'humanité. Oui. Et en plus, ce traitement des animaux et cette violence faite aux animaux est une puissante source d'inspiration pour ce qu'on peut faire subir aux hommes. Exactement. Et c'est là le lien avec tout le travail que j'ai mené sur la question de l'eugénisme, la question du rapport aux personnes en situation de handicap. C'est exactement la même logique qui prévaut à la sélection des espèces et à la sélection des hommes ultérieurement. Au début du XXe siècle, il y a un livre d'un certain Binet-Sanglais, Charles Binet-Sanglais, qui s'appelle « Le haras humain », qui explique tout à fait calmement qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer aux êtres humains ce qu'on applique dans les haras pour sélectionner les chevaux. Tu as fait référence à l'instant, et j'en parle beaucoup dans mon livre, parce que c'est un livre, à mon avis, tout à fait essentiel. Tu as fait allusion au livre de Charles Patterson, Un éternel Treblinka, dans lequel cet historien américain montre le lien absolument direct et assez méconnu, finalement, entre le traitement qu'on réserve aux animaux et la Shoah. Plus généralement, le traitement qu'on réserve aux animaux et le traitement qu'on réserve aux hommes. Et notamment, il cite un épisode de notre triste histoire où, sur les marchés de Constantinople, on vendait des colliers pour chiens et nègres. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est d'ailleurs inconsciemment nous le savons, on dit ils sont traités comme du bétail, mais ça veut tout dire quand on dit ça. Personne, pour dénoncer des maltraitances contre des hommes, on dit ils sont traités comme des animaux. Ça, c'est quand même une expression sidérante. Mais alors, donc ça veut dire que si les animaux sont traités comme ils sont, c'est normal, c'est bien. Et avec cette illusion que, bon, c'est les animaux et ça va, mais ce qui est grave, c'est de traiter les hommes comme les animaux. Mais on va traiter les hommes comme les animaux. C'est la même logique. C'est exactement le même prolongement, c'est-à-dire que c'est une même violence qui s'exerce, une même rationalité affolée, comme tu disais tout à l'heure. Alors c'est intéressant, comme tu dis, la raison nous a fait perdre tout bon sens. Elle n'aurait pas dû. Et même dans la logique de Descartes, qui n'en est pas encore là. Sur ce chapitre-là, il faut être très précis. Chez Descartes, raison et bon sens, c'est la même chose.
Hein, bon sens, ça veut dire le sens qui est bon. Et en quoi est-il bon? Dans l'aptitude qu'elle nous donne cette faculté qu'est la raison de distinguer le vrai d'avec le faux. Hein, donc c'est la raison, en principe, c'est la faculté du discernement. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque d'un seul coup cette raison s'affole et cette rationalité calculante en vient à mettre l'ensemble du réel au pas, de telle manière que tout est sommé de rendre le maximum d'efficacité, de production, etc., etc. Donc il y a toujours dans la logique de la proximité entre mon travail sur l'eugénisme et mon travail maintenant sur les animaux, ou de ce travail que j'ai entrepris il y a quelques années sur les animaux, il y a un inspecteur des abattoirs qui s'appelle Jean-Luc Daube, et qui est en même temps quelqu'un qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Donc ça me plaît toujours de voir des gens comme ça, parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris le lien entre tous les phénomènes, d'une part, et ça nous défend de l'accusation suivant laquelle, si vous défendez les animaux, c'est parce que vous aimez moins les hommes. Il y a toujours faut toujours un petit peu, quand vous défendez les animaux, dire « Ah ouais, mais attendez, moi j'aime bien les hommes aussi ». Sans voir qu'en réalité, c'est absolument le même dispositif qui en chasse tout sous son pouvoir. Et donc, Jean-Luc Daube parle du gain moyen quotidien. Une vache dans un abattoir n'est intéressante que pour son GMQ. Déjà, quand on passe au sigle, c'est toujours mal parti. Toujours mauvais signe. Or, comme c'est une invasion, les sigles, au point que dans certaines réunions, moi, au lycée, je ne sais même plus de quoi on parle. Donc, le GMQ, le GMQ, c'est le gain moyen quotidien, c'est-à-dire le poids qui est gagné par chaque vache comme gain supplémentaire tous les jours pour qu'on ait un peu plus de viande. Vous voyez, quand on a une considération de l'animal à travers le GMQ, ça veut dire qu'on ne voit plus l'animal pour ce qu'il est. Je me rappelle quand même que animus, ça veut dire l'âme. Les animaux, c'est l'âme du monde, au sens propre du terme. On va y revenir. C'est ça qui est tellement beau et tellement bouleversant aussi dans ce livre. Tu dis, notamment dans le livre, « Tuer un animal n'est pas un meurtre ». Et ça, c'est vraiment une idée très ancrée dans les esprits. C'est pas vraiment un meurtre, quoi. C'est pas vraiment tuer. C'est pas vraiment tuer, absolument. Tuer un animal n'est pas vraiment tuer. L'inconscient humain a presque universellement, je dis presque universellement, parce que je pense qu'il y a des cultures que nous avons souvent considérées avec un brin de condescendance, voire mis dans des parcs, etc., comme les Amérindiens par exemple, dans des réserves, etc., qui ont une considération de l'animal où, certes, on peut tuer l'animal, alors d'abord pas dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, ou au-delà même de l'abattage industriel qui est le sommet de l'horreur. Malgré tout, le rapport à l'animal est souvent très très pervers. La chasse est très respectable chez les Inuits quand il s'agit de se nourrir en prélevant sur la nature ce qui est nécessaire à sa propre survie parce que l'hiver est très froid et on prend un risque à chasser, c'est très difficile. Là, c'est absolument un acte respectable. On en pense qu'on en pense, mais c'est un acte respectable. Mais ce que je vois, moi, quelquefois, quand je dis je vois, je le vois. Je vais me promener à cheval et je vois ça. Des perdrix quasiment apprivoisés qui sont lâchés dans la nature pour qu'on tire dessus. C'est déshonorant. C'est déshonorant. Donc, le rapport à l'animal est très, très gravement atteint dans notre civilisation. Mais je veux m'arrêter quand même encore au lien eugénisme, destruction des hommes, rapport au travail. Tout cela, c'est le même phénomène. Et dans le livre de Charles Patterson, Un éternel Treblinka,
c'est un livre, moi, qui m'a absolument bouleversée, parce que j'avais vu le phénomène, mais pas à ce point-là, parce que c'est preuve historique à l'appui. Il l'explique, comment il y a un lien absolument, un lien direct entre l'abattage industriel et les chambres à gaz. D'où le titre de Choc, un éternel Treblinka. L'expression n'est pas de lui, elle est de Isaac Bashevis Singer, qui emploie cette expression dans une de ses nouvelles. Isaac Bashevis Singer, écrivain yiddish, prix Nobel de littérature, mais sans doute pas prix Nobel de littérature en raison de ce qu'il a pu écrire sur les animaux, alors que c'est absolument merveilleux ce qu'écrit Isaac Bashevis Singer sur les animaux. Et ce qu'il met en évidence, pourquoi cette expression de « éternel Treblinka », qui est une expression un peu provocatrice, il faut quand même le dire, puisque on a très très longtemps vécu dans notre culture et dans notre façon de penser, dans notre morale d'après-guerre, on va dire, dans l'idée qu'il y avait le sommet de l'extermination et que tout le reste, finalement, ne pouvait pas rivaliser avec ça. Alors, il ne s'agit évidemment pas de rivaliser, mais il s'agit de prendre conscience du fait que parmi les dignitaires nazis, dignitaires entre guillemets, évidemment, vous avez bien compris, parmi les dignitaires nazis, beaucoup étaient issus de l'agriculture. Rudolf Höss, par exemple, commandant d'Auschwitz, était issu de l'agriculture. Himmler était issu de l'agriculture. Et ce qu'explique de façon absolument convaincante Charles Patterson, c'est que Henry Ford, le créateur des voitures, s'est inspiré, est allé voir les abattoirs, s'est dit mais c'est formidable, cette efficacité pour tuer les animaux, c'est incroyable, c'est formidable. En fait, on va modeler le travail humain là-dessus. Et nous en parlions avec Bruno et Marie-Laurence dernièrement. Si vous allez voir le film Nomadland qui a eu l'Oscar, vous voyez bien que effectivement la rationalisation du travail telle qu'elle apparaît par exemple chez Amazon aux États-Unis, c'est on prend la personne puis on la jette lorsqu'elle n'est plus utile. Autrement dit, cette rationalisation de l'ensemble des phénomènes a comme source d'inspiration les abattoirs. Ensuite, on passe à la rationalisation, entre guillemets, du travail, enfin, sans guillemets d'ailleurs, rationalisation d'une raison devenue exclusivement calculante, qui calcule les bénéfices. Comme on calcule le GMQ des vaches dans les abattoirs, on va utiliser le travailleur et le foutre dehors quand on n'en aura plus besoin. Et enfin, les chambres à gaz, la production industrielle de cadavres dans les chambres à gaz, c'est comme ça que Heidegger les nomme à un moment donné. Voilà, tout cela, ça se tient. Et pour moi, ça a été un choc, la lecture du livre de Patterson. Alors pourquoi éternel Treblinka ? Éternel parce qu'effectivement, pour les animaux, il ne faut pas que ça s'arrête, puisqu'il faut toujours un GMQ supérieur à celui de la veille. Il faut que le rendement soit de plus en plus, d'où l'accélération des cadences. Alors le premier à avoir décrit ça, le premier écrivain à avoir décrit ça aux États-Unis, c'est Upton Sinclair, qui a décrit en 1906, dans un livre qui s'appelait La Jungle, qui est un roman, les abattoirs, le travail dans les abattoirs à Chicago, où il montrait absolument que la maltraitance des ouvriers immigrés qui étaient employés dans ces abattoirs était à la mesure de la souffrance infligée aux bêtes. Roosevelt lit ce livre, il est tellement impressionné qu'il convoque Sinclair, sans doute avec l'intention peut-être de lui dire « dites donc, là vous y allez peut-être un peu fort ». Et donc Sinclair lui dit bah, « allez-y y voir ». Et il commandite une enquête qui confirme
les dires de Sinclair. Donc, cette façon de traiter les animaux, c'est appliquer aux animaux le dispositif de la consommation qui prend tout sous son emprise. Et cela ne nous laisse nullement indemnes. Au fond, nous pouvons voir qu'il y a une logique profonde derrière tout cela, une histoire qui amène le phénomène à cette réalisation frénétique, en quelque sorte, et une façon de déshonorer les hommes, de couper les hommes de tout rapport digne à l'ensemble du vivant. On va passer maintenant à la possibilité d'une espérance, à la possibilité, en passant notamment par la sensibilité, en nous rappelant aussi ce que tu fais très bien dans le livre, que ça n'a pas toujours été comme ça. Cette raison qui perd tout bon sens et qui s'affole, c'est somme toute assez récent dans l'histoire de l'homme. Ça n'a pas été toujours comme ça. Et dans la deuxième partie du livre, d'une part, tu nous montres, comme je le disais tout à l'heure, le miracle de l'animal. Peut-être que tu peux nous parler de ça. J'aimerais aussi que tu nous parles de l'Égypte, parce que tu en parles beaucoup dans la deuxième partie, et ça va vraiment à l'encontre de cette rationalité et de cette technicité qui est en train de tout saccager, mais qui donne aussi donc de relire les Égyptiens et les Amérindiens, et de relire d'abord notre rapport à l'animal, quand tu écris l'animal, la dimension miraculeuse de l'animal, l'animal fait effraction dans le mur qui nous sépare de la vie. Donc peut-être maintenant on pourrait entamer la deuxième partie du livre, et toute cette dimension d'enchantement, cette maltraitance qui n'a pas toujours existé, et cette manière admirable que tu as de nous montrer que l'animal fait effraction dans le mur qui nous sépare de la vie. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de ça? Oui. Pourquoi cet animal? Pourquoi l'animal? L'âme? C'est là que je veux insister sur le fait que cette dévastation ne nous atteint pas simplement de façon biologique et ne menace pas simplement notre survie, mais menace quelque chose qui est inhérent à l'habitation de l'homme sur la Terre. L'animal est part intime de notre être, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, hein, des animaux, je veux dire. Alors, c'est pas secondaire, parce que c'est très clair que ma vie avec des animaux me les rend particulièrement proches, mais c'est pas du tout ça exclusivement qui est en cause. Hein. Je lisais hier on n'en finit pas de signer les pétitions pour protester contre tout ce qui se déglingue, se détraque, bon, etc. Hein, et je lisais que le dragon de Komodo, alors pour nous qui sommes sensibles au dragon ici, le dragon de Komodo, c'est pas une bête extrêmement sympathique. Hein, c'est le plus grand lézard de la Terre. Hein, il fait 70 kilos. Et il peut tuer un cerf d'un coup de queue. Donc c'est pas... je dis ça parce que je veux montrer que c'est pas... Mon argument n'est pas principalement sentimental. Je crois que si j'étais à 2 mètres d'un dragon de Komodo, il n'aurait même pas besoin de me toucher, je crois que je serais déjà morte. Donc ça m'inspire quand même une sainte terreur. Mais en revanche, ce qui me paraît absolument terrifiant, c'est que c'est une bête préhistorique. Vous vous rendez compte? C'est une bête préhistorique, elle a 4 millions d'années. Eh bien, elle fait partie, ça y est, elle est tombée dans les espèces menacées. Et je me dis, mais c'est affolant. Un animal qui a traversé 4 millions d'années, il nous a fallu 50 ans à peine pour le faire tomber dans la catégorie des espèces menacées. C'est sidérant. Et cela nous atteint, alors vous voyez, je vous parle dragon tout de suite, il y a l'imaginaire qui se met en place. Hein, à un moment, je crois avoir écrit que l'homme est l'arche vivante des bêtes. J'ai relu ça tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est bien vu ça. C'est ça.
Nous sommes arches vivantes des bêtes au sens où tout notre imaginaire est peuplé d'animaux. Vous n'avez pas un conte dans lequel il n'y a pas des histoires d'animaux. Ça n'existe pas. Porter atteinte à cet imaginaire, c'est porter atteinte à notre rapport poétique au monde. L'animal est un miracle. Alors pourquoi je dis qu'il fait effraction dans le mur qui nous sépare de la vie? Eh bien parce que nous sommes des êtres, nous sommes pas des êtres, nous sommes l'être nihiliste par excellence. Il se trouve que l'homme a un doute sur la vie assez facilement. L'animal pas. Et ça, c'est incroyablement réconfortant. Alors, le psychiatre Binswanger raconte que parmi ses patients, il en a un qui part dans les bois avec sa corde pour se suicider. Puis d'un seul coup, il voit une belette. Et voilà, il est réconcilié. Alors, bon, sans doute parce qu'il n'était pas complètement au fond du trou et qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas complètement séparé de la vie, justement. Mais le rapport à l'animal est quelque chose qui nous émerveille par le lien très très profond qu'a l'animal avec la vie. Nous, vous voyez bien que nous sommes tous là pour nous resynchroniser avec notre corps, notre rapport au temps. Je regarde mon chat avant de partir, je me dis, toi, tu n'as pas tous ces problèmes-là, et c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. C'est très clair qu'en ce qui me concerne, l'animal a constitué pour moi toujours une source d'émerveillement qui me remet au monde et qui me remet en vie à chaque fois que j'aurai un doute sur la vie. Je me rappelle, un jour, je vais dans les bois chercher des champignons et je lève la tête et comme vous êtes là, je tombe nez à nez avec un chevreuil. Et mais c'est l'enfant, quoi. Il y a quelque chose de l'enfance en nous qui est touché et qui est complètement réconcilié avec la vie. Et je raconte ça à ma grand-tante que j'aimais beaucoup et qui se disait être elle-même une fille des bois. Et je lui raconte ça, elle me dit « Ah oui, quand on voit ça, on est content pour toute la journée. » Et c'est vrai. C'est vrai. Alors c'était une femme simple et elle dit quelque chose de complètement évident. Vous voyez ça, c'est miraculeux. Il y a quelque chose de la magie dans le rapport à l'animal. Et c'est pourquoi l'enfant, tout de suite, il voit un animal. Bon. Alors moi, je reste enfant, complètement à ce niveau-là. Ça me laisse absolument ébloui, émerveillé, enchanté. D'où le bestiaire enchanté de Maurice Genevoix, dont on ne parle plus aujourd'hui. Et qui est une des nombreuses et merveilleuses découvertes que tu nous fais faire grâce à ton livre. Je n'avais jamais entendu le nom de Maurice Genevoix et j'ai trop envie de le lire maintenant. Vous verrez dans le livre de Daniel, il y a une foultitude de références et ça donne vraiment envie. Alors, le bestiaire enchanté de Maurice Genevoix, il a écrit plusieurs bestiaires d'ailleurs. Il a écrit un tendre bestiaire, un bestiaire enchanté et un bestiaire sans oubli. C'est poignant et bouleversant. Alors, poignant parce que Hervé Bazin avait fait une présentation du premier des livres de Genevoix, je ne sais plus, dans le magazine littéraire ou quelque chose comme ça. Et il avait dit, c'est poignant parce que nous sentons bien que peut-être que dans peu de temps, il ne restera plus que l'enchanté alors que l'enchanteur aura disparu. On en est là. Il y a plein d'animaux dont parle Genevoix qui, à mon sens, n'existent plus. Je n'ai pas vérifié parce que je n'ai pas trop envie de savoir, peut-être. Mais c'est évident. Et c'est un enchantement, lire ces textes-là, parce que
c'est pas du tout mièvre, c'est-à-dire que ça montre absolument la violence potentielle du monde de l'animalité. Ça montre le rapport émerveillé avec... il y a quelque chose comme une fascination. Alors il avait beaucoup voyagé, hein, et donc il y a des animaux de toutes sortes, des animaux familiers, mais aussi plein d'animaux sauvages, etc. Et c'est absolument magique. Hein. Et on voit dans ces textes à la fois comment, par le rapport à l'animal, l'être humain arrive à se reconnecter à l'esprit d'enfance et donc à briser ce qui nous sépare de la vie, comme tu disais tout à l'heure dans ta question. Et en même temps, c'est poignant parce que Genevois, évidemment, donc il avait fait la guerre de 14, hein, donc ça y est, il a bien vu déjà qu'on est dans la dévastation. Tous les gens un peu lucides. Hein. Et ce qui est très très beau, c'est que justement, il arrive, ce que j'ai essayé aussi de faire, hein, dans mon livre, à conjoindre la lucidité et l'enchantement, l'émerveillement. Je peux vous lire un petit passage si ça vous... avec plaisir. Si ça... Parce que ça montre... c'est pas dans mon livre en plus. Donc, bonus, voilà, vous avez un bonus. Donc, il parle de plein de bêtes, vous voyez, le lapin, le cerf, le hérisson. Tiens, je n'ai pas vérifié s'il avait la coccinelle, sinon j'aurais fait ça pour Fabrice. Donc, le lapin. Alors, je ne peux pas commencer dès le départ. Texte vraiment poignant. Donc, il a beaucoup vécu en Sologne. En Sologne, le lapin pullulait. Hein, il dit « J'ai connu l'âge d'or du lapin ». À tel point, diraient nos technocrates, qu'il y était devenu un fait social, que la question du lapin déterminait presque décisivement les rapports du bourgeois, du propriétaire, du monsieur. C'était le même sous ses noms différents, avec ses métayers, plus leurs journaliers, leurs pâtres, leurs gardeuses de dindons, leurs chiens, et ses gardes naturellement. Le lapin proliférait d'autant. Le promeneur Sologno le voyait débouler de partout, sautant, culbutant, crochetant, son derrière presque envirgulé de blanc. Ces fuites multipliées avaient quelque chose de plaisant, de cordial, et provoquaient, je l'ai constaté bien des fois, le rire et la joie des enfants. Et pas d'eux seuls. Nous avions un jour de ce temps-là emmené pour une promenade en Sologne un couple d'amis de passage. Ils venaient d'un département pauvre, je veux dire pauvre en lapin. La Sologne n'y mettait point d'affectation, elle se contentait d'être elle-même, enlapinée comme d'ordinaire, mais pas plus. Nous autres, nous avions l'habitude. Nos yeux blasés regardaient un étang, un beau chêne rond au milieu d'un pré, pas les lapins. Mais le mari, il s'était levé dans la voiture, pointait l'index à droite, à gauche, et n'y suffisant plus, il prenait sa femme à témoin, l'adjurait au comble d'un enthousiasme qui s'effarait de son propre élan. « Lapin, lapin, regarde Colette, mais regarde, mais dis donc !» Et de nouveau « Lapin, lapin !» Je suis sûre qu'il s'en souvient encore. Rongeur terriblement actif, capable de dégâts immenses, le lapin faisait partie intégrante de la Sologne, comme une institution ou plutôt une fatalité. Toléré, accepté, il fallait bien. Mais cette tolérance, si j'ose dire, allait au-delà de la tolérance. Il y avait depuis longtemps la manière, la bénévolence. Un mien parent sur la foi d'un manuel d'osiericulture, affirmant que l'osier ne tentait point la dent des lapins, en planta d'un coup des hectares. Quel succès! Les plants reprirent, bourgeonnèrent, feuillèrent. Au sceptique, le planteur opposait un sourire aussi suffisant que discret. Tout le creux planté verdoyait. Notre homme déjà se voyait précurseur, bienfaiteur de la Sologne. Un matin, il se frotta les yeux. Plus d'osier. Il y avait suffi d'une nuit. Les derniers lapins déboulaient, rentraient au bois sans trop se presser, lestés qu'ils étaient à plein ventre.
Ils avaient attendu le moment du maximum d'excellence, du plus tendre, du plus séveux. Un délice. Le planteur le comprit et pardonna. C'est qu'il était de ceux dont les regards, les soirs d'été, dans quelques landes empourprées de bruyère, à la lisière d'une pinède assoupie, avaient pu contempler à loisir les jeux et les palabres d'une garenne sous le ciel. La ville était là, souterraine. Les tapements de pattes éveillaient sous les aplats de sable entre les touffes des échos caverneux comme de tambours ensevelis. Mais toute la ville était dehors, attirée par la sérénité d'un bonsoir entre les soirs. L'air était doux, presque immobile. Une brise imperceptible soufflait parfois, nonchalamment, tout juste effleurant le poil dans un rebroussis caressant. On se croisait, on se saluait, on faisait claquer ses oreilles. On se frottait le bout du nez. Les flâneurs graves passaient, marquant des pauses, repartant, de nouveau s'arrêtant, méditatifs ou perdus dans un rêve. Sous les basses branches d'un épicéa, longues et mollement balancées, des groupes s'attiraient l'un l'autre, s'aggloméraient en foule dense, comme l'imaille aux branches de l'aimant. Il y avait conciliabules, mimes et discours à menu couinement, et des mouvements divers qui resserraient soudain les rangs, soudain les disloquaient en pirouettes, en culbutes, en prosternements cocasses. Depuis, il s'est trouvé un monsieur qui irritait les dégâts des lapins. C'était un savant. Il a écrit à un autre savant, expert en microbiologie, spécialiste des ultravirus. Un tout petit paquet est arrivé par la poste et les lapins sauvages ont eu la myxomatose. C'est une épouvantable maladie qui fait flamber et enfler la tête de ses victimes, leur tire les yeux hors des orbites. Ses yeux sont rouges et douloureux, comme s'ils étaient à demi arrachés. Des amateurs de pittoresque disent que ces bestioles torturées portent un masque de lion. Et c'est vrai. Et ce masque posé de force, ce masque à ultravirus, semble en vérité monstrueux. Voilà, l'enchantement attaqué. Et je trouve que là, on voit tout. On voit la menace. On voit l'atteinte du miracle. Je ne vous ai pas tout à fait tout lu parce que c'est trop triste. Voilà. Et si on atteint ça, c'est tellement bien décrit, ce gars, alors en plus il vient de la ville, il n'a jamais vu autant de lapins. Mais c'est l'émerveillement. Comment on a pu porter atteinte à un pareil émerveillement, un pareil enchantement. Voilà. Alors des traditions et des civilisations différentes des nôtres ont vu ça, ont su garder ça, et puis des maîtres spirituels ou des guides comme tu cites Mathieu Ricard, tu cites Thich Nhat Hanh, tu parles dans ton livre de François Fédier, tu parles des poètes, Paul Claudel, Kundera, Rilke, tu parles d'artistes comme alors Maurice Genevoix bien sûr, tu parles de Frida Kahlo, et tu nous parles aussi de Giacometti. Et on pourrait peut-être, si tu es d'accord, terminer par quelques mots sur Giacometti, parce que ça, je n'avais jamais eu l'occasion de voir le travail et l'œuvre de Giacometti comme tel que tu nous la présentes dans la deuxième partie du livre. C'est passionnant, c'est voilà, l'homme debout, l'animal. Et je crois que Giacometti aimait beaucoup les chats. Hein. Il aimait les chats, les chiens. Ouais, je crois que j'ai même une photo de lui. On m'avait offert une carte postale avec plein de chats, hein, c'est oui, ça oui. Alors, pourquoi Giacometti par lequel je commence effectivement la deuxième partie de mon livre. Ce qui est étonnant, on ne s'attend pas à rencontrer Giacometti dans ce livre. Ouais. Non, moi non plus. Pourquoi Giacometti? Pourquoi tous ces poètes? Pourquoi ces artistes? Bien plus que les philosophes.
parce que, au fond, l'histoire de la philosophie a dit beaucoup de choses magnifiques sur l'homme, mais moins sur l'animal. Et d'abord, me semble-t-il, elle en dit trop sur l'animal. C'est-à-dire qu'elle ne préserve pas forcément l'énigme de l'animal. Ce que j'ai voulu essayer de dire, j'ai voulu essayer de ne pas tomber, et pardon à ceux qui se réfèrent à cette étiquette, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bons sentiments là-dedans, et pas que du bon sentiment, des choses qui peuvent aller dans un sens de restauration, hein, mais j'ai voulu ne pas sombrer dans l'animalisme. Qu'est-ce que je veux dire par là, hein? Je veux dire que il faut essayer de rester à un niveau pensant, mais c'est extrêmement difficile. En fait, c'est très difficile de penser l'animal. Pour une raison toute simple, c'est que nous ne sommes pas animal et que nous n'avons pas l'expérience intime de l'animal. Et on dit beaucoup de choses sur l'animal, alors qu'au fond, on ne sait pas. On n'en sait rien. On ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Heidegger dénie, par exemple, à l'animal la perception. Je ne sais pas, ça, moi j'avoue que je ne peux pas dire ça. Pourquoi il y aurait les parades amoureuses, les couleurs magnifiques, etc., s'il n'y avait pas la perception. Donc, du coup, j'ai préféré me référer aux artistes pour essayer de penser la proximité. Alors, en revanche, ce que j'emprunte à Heidegger, et que je reconnais comme une expression absolument magnifique, c'est l'idée vis-à-vis de l'animal, de proximité abyssale. Proximité abyssale, ça c'est génial, parce que ça dit à la fois la proximité et la différence. Proximité, bon, on voit aussitôt, si on n'avait pas de proximité, on n'aurait jamais eu l'idée qui n'est pas forcément terrible, mais malgré tout, si on essaye de soigner les humains en expérimentant quelquefois sur les animaux, c'est bien qu'il y a une proximité, hein, donc il y a au moins une proximité organique. Donc il y a une proximité, il y a la proximité dans le fait de la proximité dans la vie. Hein, nous vivons avec des animaux, nous les avons domestiqués, etc. Donc il y a une proximité évidente, mais une proximité abyssale, c'est-à-dire que l'animal est avant tout une énigme. C'est la raison pour laquelle il peut être magique d'ailleurs. C'est cette énigme qui va du côté de la magie. Alors pourquoi Giacometti? Parce qu'il y a, alors j'aurais voulu mettre les trois sculptures de Giacometti en couverture, l'homme debout que vous connaissez sans doute tous, le chien de Giacometti et le chat de Giacometti. Et l'éditeur m'a dit que ça coûterait plus cher que la publication du livre, donc j'ai renoncé en retournant un peu de bon sens. J'ai donc renoncé, mais en revanche, je n'ai pas renoncé à essayer de dire ce que ces trois sculptures me disent à la fois de la proximité de l'animal avec nous et de sa différence. Alors, évidemment, je ne peux qu'inviter les auditeurs et vous-même à aller voir et revoir ces sculptures. Ce que nous dit d'abord, et je me suis... Alors là, en plus, j'avais cette impulsion qui m'était donnée. Hein, moi, je suis toujours à l'affût des signes comme ça. Hein, et il se trouve que François Fédier m'a donné, il y a 2 ans à peu près, un texte de Robert Marteau, qui parle de Giacometti. Et quand j'ai lu le texte de Marteau, je me suis dit, eh ben voilà, c'est ça que dit Giacometti sur le monde, à savoir que notre monde est avant tout désenchanté, c'est-à-dire qu'il a perdu son rapport au Dieu. On ne peut plus dire, une fois qu'on a vu les sculptures de Giacometti, que la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, hein, comme dit magnifiquement Baudelaire, hein, mais ce qui laisse encore entendre que les dieux ne nous ont pas encore abandonnés. Vous voyez les sculptures de Giacometti, et bien vous voyez que c'est fini tout ça. C'est le texte que vous trouverez dans mon livre, hein, de Marteau est absolument splendide.
et il voit bien que ce que montre avant tout Marteau de Giacometti, et ce que Giacometti voit de notre rapport au monde, de l'état de notre humanité, de l'état de l'animalité, c'est qu'il est, l'une et l'autre sont à l'heure de la dévastation. Alors, faut savoir que Giacometti, contrairement aux autres sculpteurs, n'évite pas la matière pour dégager une forme, mais qu'il fait d'abord le squelette et ensuite que donc c'est des fils de fer, et qu'ensuite il met la matière dessus, comme si finalement l'essentiel c'était le squelette. Et donc on voit bien dans les sculptures de Giacometti la dévastation du vivant et le fait que l'homme et la bête sont pris dans le même destin. Alors, autre proximité entre l'homme et la bête dans notre histoire de proximité abyssale, cette proximité tient au fait que hommes et bêtes sont engagés dans un même destin. Et ça, je ne connais pas de sculpture plus puissante pour le montrer. Et à partir de là, je me suis mise à regarder ces trois sculptures. L'homme debout, le chien, le chat. Et on voit à la fois la proximité et la différence. Alors évidemment, la différence majeure, c'est horizontalité, verticalité, sur laquelle j'essaye de réfléchir aussi dans la suite. Sur cette verticalité qui est notre grandeur et peut-être qui fait signe en direction de la perte de notre rapport à la Terre. C'est peut-être les deux, c'est peut-être ça la dignité, la grandeur de l'homme, la complexité de l'homme. Donc, hommes et bêtes sont pris dans un destin de dévastation où les dieux nous ont quittés. C'est ce que montre Giacometti. Et en même temps, c'est cela qui est absolument magnifique, Giacometti dit, dans un incendie, entre un chat et un Rembrandt, c'est le chat que je sauverai. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est un test auquel on devrait soumettre tout le monde. Qu'est-ce que je sauve dans un incendie? Est-ce que je sauve la vie? Ou bien est-ce que je sauve ce qui m'est le plus cher? Alors je me suis dit, bon, un inédit d'un texte de Heidegger, qu'est-ce que je fais? Je crois que je sauve, j'espère et je crois que je sauve le chat. Vous voyez, ce qui est très très beau chez Giacometti, c'est cet amour pour la vie conjugué à cette lucidité. C'est ça qui est extraordinaire chez Giacometti. Quelqu'un qui est capable, évidemment il n'a pas pris Tartampion de Struckmuch, il a pris Rembrandt. C'est-à-dire pour un sculpteur comme lui, pour un peintre comme lui, il a pris très certainement le peintre qu'il admire le plus. Et ça, c'est un test phénoménal. Jusqu'à quel point sommes-nous capables de préférer la vie? Et cela, je trouve que cette conjonction de cette lucidité extrêmement sombre, parce que aller voir une exposition de Giacometti, c'est voir la dévastation, c'est vraiment voir ça. Là, je trouve que... Et donc, lisez en détail, je crois que le passage est à peu près réussi. Parce que, je dis à peu près parce qu'on peut dire que des bêtises sur l'animal. On n'est pas animal. Donc il faut voir l'énigme. Et je préfère essayer de voir ce que Giacometti dit comme proximité et comme différence entre l'homme et l'animal. La proximité, c'est notamment que nous sommes pris dans la même histoire et que cette histoire est une histoire de dévastation. Mais qu'en même temps, oui, il faut préférer le chat à Rembrandt dans un incendie. Pour moi, c'est le test suprême
Et c'est vraiment ce à partir de quoi on peut se voir si on est encore en rapport à la vie ou pas. Hein, donc c'est une phrase d'un anti-nihilisme. Il ne faut même pas dire anti. Hein, Heidegger avait raison, quand c'est anti, on est encore sous. Ça, c'est profondeur extrême. On est encore sous l'emprise de ce qu'on veut être, ce contre quoi on veut être. Hein. Mais là, c'est ailleurs. On a pris le chemin de la vie. Hein. On a compris que quelles que soient les choses admirables que les hommes peuvent produire, c'est la vie qui est à préserver. Hein. Donc cet homme-là, j'aurais bien voulu le rencontrer. Parce qu'il a quelque chose de tellement touchant dans sa passion pour essayer de découvrir la vérité des choses, et la vérité des êtres humains notamment. Hein. Vous savez qu'il les plantait pendant des mois. Hein. Donc je ne crois pas qu'il ait pu faire la même chose avec un chien ou un chat. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a peut-être consacré quand même un peu moins de temps. Mais vous voyez, c'est Robert Marteau dit, c'est un des rares artistes de l'époque qui n'est pas parti du côté de l'abstraction et qui est resté dans la réflexion ou l'effort pour montrer l'homme. Hein, donc il y a une forme, avec plein de guillemets, d'humanisme. Mais quel humanisme que celui qui voit justement cette proximité avec les bêtes, cet embarquement dans un même destin, et en même temps qui affirme la primauté sur la plus grande œuvre humaine de cette vie. Et ça, je trouve ça absolument sublime. Tout comme ton livre, cher Daniel, qui effectivement, là, j'ai envie de te paraphraser, de répéter tes mots, qui nous offre et la lucidité, et ta lucidité, et ton amour de la vie. Ce livre qui est vraiment un chemin de vie, ce livre qui fait le choix de la vie, qu'on oublie tout le temps. Donc, moi, je pense que c'est une bonne conclusion. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu. Je remercie aussi ceux qui écoutent en différé et qui écouteront peut-être après. Je suis très touchée d'avoir commencé la vie de ce livre, la vie publique de ce livre, ici. Et je crois que c'est bien. C'est tout à fait en cohérence avec ce qui nous intéresse ici. Je crois. Je crois que ce n'est pas déroger à nos préoccupations habituelles. Merci beaucoup, Daniel. Merci.